Il y a quelque chose qui m'a toujours gêné dans les œuvres d'art, c'est la récursivité. Et ça me gêne dans plein de choses, la récursivité. La récursivité, c'est quand un sujet, quand un outil sert à fabriquer cet outil. Quand une pensée sert à penser sur cette même pensée. C'est-à-dire que ça forme une sorte de boucle logique. Et par exemple, dans mes dernières vidéos, je parlais de YouTube sur YouTube. Et ça, je sais que depuis le début que je fais des vidéos, j'essaie d'éviter parce que justement, ça c'est de la récursivité. Là, quand je parle de YouTube sur YouTube, je crée une boucle logique, j'utilise l'outil YouTube pour parler de YouTube et on rentre dans quelque chose que j'aime vraiment pas, qui est de la récursivité. Et dans le milieu de l'art, il y a une récursivité qui est horrible pour moi, enfin que je trouve horrible. C'est quand une œuvre d'art a pour questionnement, bon déjà j'aime pas spécialement les œuvres qui ont un questionnement, mais pourquoi pas. Mais quand une œuvre d'art a comme questionnement qu'est-ce que l'art, eh ben on est déjà à peu près sûr que l'œuvre sera moisie et qu'elle a aucun sens. Et c'est même un problème logique. Alors je suis pas logicien, je crois que c'est les philosophes qui aiment vraiment la logique dure. Enfin j'aime, mais je suis pas assez calé en vocabulaire pour vraiment être sûr de ce que je dis d'après le langage d'un logicien. Mais d'après les logiciens, il existe plein de langages. Je crois que ils appellent ça des langages objets. C'est-à-dire que c'est des langages dans lesquels on peut créer des raisonnements. Et en mathématiques, par exemple, le langage mathématique repose sur un métalangage. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on creuse dans les langages, on est obligé d'avoir des prémices qui sont construites par un autre langage. Et c'est justement parce que sinon, on rentre dans de la récursivité et dans un langage qui s'explique lui-même. Par exemple, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle les axiomes. Les axiomes, enfin, il me semble, hein, je suis pas logicien. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais pas m'étendre sur le côté logicien. Mais la récursivité, en tout cas dans le milieu de l'art, il y a quelque chose qui me gêne vraiment. Regardez là, c'est plein de silène, c'est une fleur que j'aimais bien quand j'étais petit. Je l'aimais bien parce que ça fait une espèce de petite poche. Et si on pince la poche, qu'on se tape sur la main avec, et bah ça fait un petit... c'est pas une explosion, ça fait une petite bulle d'air qui éclate. Du coup j'aimais bien cette fleur quand j'étais petit. Je sais pas si j'arrive à m'en éclater une sur la joue. Non, ça fait rien. Voilà, là ça a fait. Il commence à pleuvoir et il y a de l'orage qui arrive. Du coup il y a une odeur assez forte. Ça doit faire remonter des particules ou je sais pas. Bon, il y a aussi l'odeur du béton mouillé. Je voulais parler un peu d'esthétique. L'esthétique c'est un sujet extrêmement compliqué et c'est surtout... Ah mince, il pleut sur la caméra. C'est surtout extrêmement compliqué d'avoir des réflexions purement logiques dans le domaine de l'esthétique. Alors l'esthétique c'est la pensée du beau. Qu'est-ce qui est beau? Et donc l'esthétique est souvent liée à l'éthique. Sauf que l'éthique, ça touche plus les actions, alors que l'esthétique c'est encore plus complexe parce que même qu'est-ce que ça touche, c'est compliqué à dire, mais ça touche le beau, la notion du beau, alors que l'éthique touche la notion du bien, mais c'est des notions assez liées. Et souvent, tu peux avoir une esthétique qui se lie à une éthique, c'est-à-dire que est beau ce qui est bien. Et je voulais parler d'un truc précis en esthétique, je pas trop... Là c'était un peu vague, un peu large. C'est un truc que j'ai souvent entendu dans mes études, parce que j'ai étudié le graphisme, et donc j'ai eu beaucoup de cours d'histoire de l'art, puis j'ai étudié la composition d'images, enfin plein de trucs liés de près ou de loin à l'esthétique, mais jamais eu de cours d'esthétique par contre, mais bon.
souvent j'ai entendu cette phrase, ou cette réflexion qui est « l'œuvre existe dans l'œil du spectateur et pas ailleurs ». C'est-à-dire que c'est le regard porté sur l'œuvre qui fait la beauté de l'œuvre. Et bon, c'est une notion que plein de gens disent souvent parce qu'elle est assez classe. Mais en fait, je crois que je l'aime pas du tout. Enfin, je sais pas que je crois pas, mais j'aime vraiment pas beaucoup ça. Il commence à me pleuvoir dessus. J'aime pas beaucoup ça. Parce que... Je vais passer par dans le champ. J'aime pas cette phrase ou cette façon de... Enfin, c'est pas la phrase que j'aime pas, ça c'est du nominalisme. Mais j'aime pas cette réflexion, cette vision. Parce qu'elle enlève quelque chose qui, à mon avis, est très important. En tout cas, une chose à laquelle je donne beaucoup d'importance. C'est la notion de transcendance dans l'art. Et il me semble qu'elle enlève une partie de la notion de transcendance. Alors, je vais détailler parce que juste transcendance, ça vous dit pas grand-chose. Bon, transcendance, ça veut déjà dire qu'il va au-delà, mais... Alors ça, c'est... qu'il va au-delà de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise. Et... je vais vous donner un exemple de quelque chose que je trouve beau et qui ne peut pas être beau uniquement parce que c'est dans l'œil de celui qui le regarde. Je trouve beau le fait de mourir au pied d'un arbre. Moi, j'aimerais bien mourir au pied d'un arbre, ou j'aimerais bien être enterré au pied d'un arbre. J'aimerais bien être enterré dans ma forêt, je trouve ça beau. Donc moi, je trouve ça beau. Bon, déjà, là, on voit déjà que je suis subjectif parce que je parle de moi qui trouve ça beau. Alors, c'est beau, et c'est beau au-delà de mon existence. Donc on rentre dans une notion de transcendance, puisque c'est une beauté qui va au-delà de mon existence. Je trouve ça beau malgré mon inexistence. Je trouve le phénomène de... Enfin, cette chose que je ne pourrais jamais observer, que je ne pourrais certainement pas être conscient de cette chose, je trouve ça beau. Et donc là, on est dans une forme de transcendance de la beauté, donc de l'esthétique. Et bon, il commence à pleuvoir très fort, avec de l'orage et tout. C'est peut-être beau ça aussi. Et donc, on a cette notion, et dans mes dessins, j'estime que mes dessins ont une beauté qui transcende le fait que quelqu'un les voie. Je pense que mes dessins sont beaux, même si je ne les avais jamais vus, et même si personne ne les avait jamais vus. Alors personne n'aurait pu exprimer le fait qu'ils sont beaux, mais je suis dans une vision de l'esthétique que j'appellerais transcendante. Alors là je suis emmerdé parce que... Enfin je suis pas totalement emmerdé, mais un petit peu, parce que on pourrait appeler ça l'esthétique transcendantale, sauf que c'est un mot qui a déjà été utilisé par Kant. Mais c'est possible que s'il soit en accord avec ce que j'explique là, mais je maîtrise pas suffisamment Kant. C'est le début de Critique de la raison pure. Il parle de l'esthétique transcendantale. En gros, dans Critique de la raison pure, Kant, il dit... Ouais, je ne voudrais pas trop dériver sur ça, mais bon, c'est pas grave. Dans Critique de la raison pure de Kant, il dit... Enfin, ce que fait Kant dans Critique de la raison pure, c'est que... Il se dit, c'est embêtant... Toutes ces philosophies, on n'a pas de moyen de vérifier lesquelles sont correctes et lesquelles sont pas correctes. À cause de la dialectique, par exemple, qui est le fait que tout le monde a un point de vue et que tout dépend du point de vue, ça c'est la dialectique, ou à cause du nominalisme. Le nominalisme, c'est le fait que on dit « Ah voilà, bah... tout ça c'est que des mots, c'est pas une réalité, rien de ce qu'on exprime n'est une réalité, rien de ce qu'on conceptualise n'est une vérité, c'est que des mots, ça c'est le nominalisme, c'est de dire que tout ce qu'on peut exprimer et qu'on peut réfléchir n'est fait que de mots,
et non d'une réalité. Et du coup, Kant, il essaye, dans Critique de la raison pure, de créer un modèle qui nous permet d'aller au bout du bout de la pensée et de reconstruire avec une raison qui soit purement... alors là, je suis pas sûr de mon terme logique, mais je suis pas certain. Enfin bref, il décide de tout reconstruire. Voilà, il critique la raison pure, il reconstruit la façon de raisonner. Du coup, c'est un bouquin assez poussé. Enfin, c'est des bouquins, il y a Critique de la raison pure et Critique de... je sais plus. Enfin bref, vous pouvez aller lire, c'est marrant, mais... enfin, c'est dur, quoi. C'est presque une expérience en soi de lire un petit bout pour voir à quel point c'est poussé. Mais, bref, il utilise déjà ce terme esthétique transcendantale pour parler notamment de l'espace et du temps, qui sont des notions transcendantales. C'est-à-dire que c'est des notions qui transcendent toute la réalité, qui vont au-delà de tout ce qu'on connaît. Bah, par exemple, un truc qu'il a établi dans Critique de la raison pure, c'est que aucune expérience ne peut être faite sans avoir a priori ressenti de manière sensible que le temps et l'espace existent. C'est-à-dire que, en fait, tous les verbes, par exemple, faire, manger, dormir, sauter, courir, tout ça, tout comprend l'espace et le temps, à l'intérieur, hein, de façon en métalangage, en fait, en langage, je sais pas si le terme métalangage est correct, mais en prémisse, il faut le temps et l'espace. Et là, on est dans une notion transcendante, et justement, cette notion de transcendance, c'est le dépassement de toute chose, mais... bref, je voulais pas trop dériver sur Kant. Je voulais surtout dire que je pense qu'il faut... enfin, je pense pas qu'il faut. J'ai une esthétique transcendante dans le sens où je pense que des choses sont belles sans que personne ne les ait jamais vues. Alors évidemment, là, j'essaie de m'extraire de toutes les questions qui sont des pièges philosophiques, genre le libre arbitre, genre tout ça. Mais il me semble... je trouve l'idée de ma mort, non, l'idée de mon corps, de mon squelette, dans 2000 ans, enterré sous un arbre, dans ma forêt là en dessus, dans la forêt de ma famille, je trouve cette idée belle. Alors on pourrait dire, ouais, mais tu la trouves belle maintenant. Sauf que je la trouve belle, évidemment je la trouve belle de mon vivant, mais de mon vivant je considère qu'elle est belle même après ma mort, même après l'absence de... orage. Donc c'est une vision de l'esthétique transcendantale. J'aimerais bien que Kant soit là et qu'il puisse me dire ce qu'il pense de ce que je dis. Est-ce que j'utilise ces mots n'importe comment? Enfin, c'est pas ces mots. En fait, je suis juste arrivé à un mot qui est le même que lui il a utilisé, en mélangeant le mot esthétique et le mot transcendantal. Du coup, j'aimerais bien savoir ce qu'il penserait de ce que j'ai dit là. Si ça se trouve, je fais que exprimer une partie de Kant que j'ai pas vraiment encore compris. Hein. Voilà.